contre la surveillance. Mathieu Magnodex m'a rejoint pour ce plateau avec 4 invités. 3 sont arrivés, la 4e est en train de se préparer. Pouria Amirchahi, bonsoir. Vous êtes député Parti socialiste des Français de l'étranger. Isabelle Attard, bonsoir. Vous êtes député Nouvelle Donne. Benjamin Bayard, bonsoir. Vous êtes présenté d'habitude comme un pionnier du net français et du logiciel libre, puisque votre logiciel French Data Network fonctionne encore. Combien de temps après sa création ? Alors, c'est pas un logiciel, c'est un fournisseur d'accès à Internet. Internet. C'est le plus vieux de France. Voilà. 92, donc 23 ans. 23 ans, voilà, c'est quand même, c'est pas mal. Et enfin, Clémence Bechtart, bonsoir. Vous êtes avocate et vous représentez ce soir la Fédération internationale des droits de l'homme. Il est presque 8h moins 20. Mathieu, après tout ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on peut commencer par ajouter avec nos invités ? Je ne sais pas, peut-être faire un point les uns et les autres, comment vous sentez cette... En gros, avez-vous le sentiment de ramer contre le sens, peut-être pas de l'histoire, mais en tout cas du vent, de la situation, et peut-être chacun, justement, dans les univers dans lesquels vous êtes, on peut peut-être commencer par les parlementaires, justement. Est-ce que vous avez l'impression que, vous allez être... que c'est difficile de faire comprendre les enjeux, notamment démocratiques, de ce débat ? On l'a vu, la discussion au Parlement, on a tous vu les images, ça a d'ailleurs été assez frappant, il y avait assez peu de députés pour discuter. Bon, c'est souvent le cas, malheureusement, pour beaucoup de textes. Mais là, on pourrait dire sur un texte aussi important. Voilà, est-ce que vous avez l'impression, et y compris du coup dans la majorité, et la question peut-être d'abord à Pouria Amirchahi, au sein du Parti socialiste, Aurélie Filippetti disait tout à l'heure, je crois que vous allez être peut-être une vingtaine à voter contre ce texte, 20 socialistes sur presque 300. Voilà, est-ce que vous ramez contre le sens du vent là ? Bon, d'abord, j'espère qu'on sera plus nombreux parce que c'est indispensable. Ensuite, oui, on rame pas contre le vent, mais le vent est mauvais. Les vents porteurs et les veines porteuses sont plutôt en faveur de la logique sécuritaire. Ça ne concerne pas que la France. Et quoi qu'en dise le gouvernement, la philosophie qui inspire cette loi est une loi qui restreint la vie privée et donc les libertés. Je sais qu'il y a une subtile distinction voulue par le ministre de l'Intérieur jouant sur l'interprétation jurisprudentielle de l'article 66 de la Constitution, décrétant que la vie privée ne faisait pas partie des libertés fondamentales. D'abord, la vie privée est consacrée par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme comme étant un droit fondamental. Et la Convention européenne des droits de l'homme s'impose à la Constitution. Mais surtout, lorsque vous êtes sur écoute, lorsque l'on contrôle votre pensée, puisqu'on vous écoute, lorsque l'on contrôle vos déplacements, vous touchez aux libertés fondamentales, précisément celles de l'article 66. Donc, quoi qu'ils en disent, et quoi qu'ils en disent, toutes les précautions prises pour justifier la lutte contre le terrorisme ne les exonèrent pas de cette explication à laquelle, pour l'instant, ils n'ont pas répondu, à savoir en quoi vous protégez les libertés aujourd'hui. En rien. Ce qui est grave dans cette loi, ce n'est pas tant l'objectif général affiché, qui est de vouloir contrôler le plus possible, par prévention, les actes terroristes et les intentions terroristes. Sauf que on le fait en jetant les filets très larges. J'imagine que ça a été dit dans le plateau précédent, sans ciblage, alors que c'est de ciblage dont il s'agit. Et d'ailleurs, le gouvernement lui-même se contredit, puisqu'il dit que d'un côté, on a besoin de surveiller entre 1500 et 3000 personnes, et qu'il nous manque des moyens pour le faire. Les différentes affaires, Kouachi, Mera et autres l'ont montré. Et de l'autre côté, on jette les filets très larges, qui passent par une captation massive de données. Et là encore, quoi qu'ils en disent au niveau de l'exécutif, il s'avère que c'est une captation massive de données. Or, on est confronté à des absences de contrôle lourds devant des dispositifs de ce type, qui en soi posent problème. Le premier des problèmes, il est que le champ de l'application de cette loi est très large. Alors, on pourrait discuter de la pertinence de certaines clauses. Par exemple, faut-il se protéger de l'espionnage industriel ? Pourquoi pas ? Mais quand on parle de se protéger de tout ce qui peut porter atteinte à la sécurité de l'État, je vous pose une question concrète. Si demain il y a une grève générale dans le pays qui bloque l'économie, c'est une atteinte à la sécurité de l'État ou pas ? Comment ce sera interprété ? Qui l'interprétera ? Deuxièmement, les critères n'existent pas dans la loi, parce que c'est très... Absolument, c'est très puisque c'est une interprétation qui sera finalement assez arbitraire. Pourquoi ? Parce que la décision va être prise par le seul Premier ministre. Ce sont des pouvoirs extraordinaires donnés au seul Premier ministre. On est déjà dans un régime présidentiel qui est assez fou
finalement, dans les pouvoirs qu'il accepte de transférer à un homme, qui a décidé seul, d'ailleurs, de toute une série de décisions graves. La guerre, des trajectoires économiques, etc., etc. Mais là, c'est le Premier ministre qui va décider seul de la filature, de l'écoute, de la mise sous surveillance d'individus ou de groupes d'individus. Et le contrôle de ces décisions va être finalement très minime, pour 2 raisons, et je m'arrête là pour laisser la parole aux autres. La première raison, c'est que son avis, celui de la Commission nationale de contrôle qui va être mise en place, n'est que consultatif. Donc il n'y aura pas de droit de veto. Or, il faut un veto pour empêcher, le cas échéant, un Premier ministre, quel qu'il soit, de commettre l'erreur, et parfois l'irréparable, car il s'agit de justiciables, de citoyens. La deuxième raison, elle est plus dangereuse, parce qu'elle est plus insidieuse. Pour pouvoir contrôler, il faut maîtriser les algorithmes. Or, les algorithmes, personne ne comprend. Et ce n'est pas 6 magistrats et 6 députés qui vont réussir à les comprendre. Et mon voisin le dira sans doute mieux que moi, même le plus professionnel du langage informatique vous dira qu'un algorithme qui n'a pas été conçu par lui, il aura beaucoup de mal à le comprendre et à le maîtriser. Et donc on va se retrouver devant une dépossession démocratique par la technique, ce qui renvoie à une autre question philosophique profonde. C'est la subordination de la délibération collective à des techniques que finalement nous ne maîtrisons plus. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Isabelle Attard. Moi, je me suis posé une question majeure depuis plusieurs semaines. C'est simple. Comment se fait-il que dans notre pays, aujourd'hui, on ait une unanimité contre ce projet de loi? C'est rare. C'est rare qu'on ait à ce point de collectifs, d'associations, de syndicats, de partis politiques qui émettent tous le même avis contre un projet de loi bien précis. Tous les experts techniques, les avocats, les juristes, les collectifs, des droits de l'homme, Amnesty France, que ce soit les syndicats ou, comme je l'ai dit, tous les partis politiques, ont émis un avis contre ce projet de loi parce qu'il est... qu'on entend sur ce plateau depuis 16 heures. Et je pense que vous avez eu du mal à trouver des personnes prêtes à le défendre, justement. Tout à fait d'accord. Vous avez un problème. Alors, peut-être à côté de ça aussi une bonne part d'indifférence de nos concitoyens. C'était tout l'enjeu de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Voilà. Et donc il y a eu cette unanimité contre ce projet de loi avec une assemblée, un hémicycle, où étaient réunis finalement les seuls défenseurs de ce texte. Paradoxe incroyable où on a toute une société, finalement la société française, celle qui suit un petit peu ce qui se passe, qui s'oppose à un projet, et quelques individus réunis dans une assemblée qui, soit parce qu'ils n'ont pas compris les enjeux, n'ont pas compris la technique, ou on les a endormis avec la technique. Il y a ça aussi. Où on leur a expliqué... Alors j'essaie de comprendre, je me mets à la place de mes collègues. Est-ce qu'ils comprennent alors, quand on lègue les enjeux, quand on parle de... On parlait des algorithmes justement, ou d'autres sujets. Je pense qu'on a... Est-ce qu'ils ont une compréhension technique, même minimale, de ce dont on parle au moment où on parle de tel article ou de tel amendement? Je pense qu'on leur a surtout dit que s'ils étaient opposés à ce texte, c'est que finalement, ils étaient laxistes ou favorables au développement du terrorisme en France. Comment vous voulez lutter contre cet état d'esprit? Lorsque vous avez un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur ou un président de la Commission des lois qui fait tout pour que la parole, ceux qui parlent, ceux qui vont oser émettre un avis contraire à ce projet de loi, passent pour finalement, pas des pro-terroristes, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais des députés comme j'ai pu avoir comme de la part du ministre de l'Intérieur, incompétent, arrogant, non républicain et non patriote. Je précise que tout ça dans la même soirée, c'est assez violent comme type d'insulte. Je sais pas, peut-être Benjamin Bayard, justement, comment vous expliquez qu'un débat qui, dans d'autres pays, notamment en Europe, sur la question des données personnelles, c'est-à-dire ce que l'État peut, les services de renseignement peuvent absorber, comme ça, peuvent capter comme information, mais aussi les entreprises, ou aussi soit important dans d'autres pays, par exemple européens, depuis très longtemps, et en France, on a l'impression pas très important, au-delà d'un cercle de gens qui connaissent bien et sont sensibles à la question démocratique que ça pose. Vous avez toujours constaté ça, vous, ici ? Ah oui, c'est une constante. Enfin, moi, je m'intéresse aux questions politiques autour d'Internet et pour essayer d'empêcher nos politiciens de le saloper depuis
presque 20 ans, parce qu'on a commencé avec l'amendement Fillon sur le paquet télécom, ça devait être en 96-97, cette histoire-là. C'est une constante de ce que je vois dans les débats parlementaires. Alors je suis désolé, je vais dire beaucoup de mal des parlementaires, mais vous avez invité que les 2 exceptions, donc il en reste à peu près 560 à critiquer. C'est une constante dans ce que j'ai suivi dans les débats parlementaires. Ça vient du mode de fonctionnement de la démocratie en C'est des France. choses très concrètes. Moi, j'ai eu l'occasion de voir travailler le Parlement européen sur des textes un peu plus compliqués techniquement que ce que j'ai vu au Parlement français. Enfin, le paquet télécom, ou ne serait-ce que le règlement européen sur la neutralité du net, c'est un peu aride comme texte. C'est en mauvais anglais en plus. J'ai vu travailler le Parlement européen, j'ai vu travailler le Parlement français. Et en fait, la vraie différence entre les deux, c'est que le Parlement européen a du pouvoir et est une assemblée démocratique. Je pense que si l'exécutif avait amené un texte comme le projet de loi renseignement du même degré de complexité en expliquant qu'on devait le voter dans 3 semaines, le Parlement européen aurait juste répondu non. Je ne parle même pas de discuter les amendements, la réponse aurait été non. Tu repars avec ta merde en commission et on en reparle dans 6 mois. Cette procédure-là existe devant le Parlement français. Moi, je ne comprends pas que sur un texte aussi compliqué, c'est même pas une question de droite-gauche ou d'opposition ou de majorité. Le texte est complexe. Je sais que de notre côté, dans les associations, on est armé de quelques juristes d'assez bon niveau. Moi, le droit de l'Internet et le droit de la conservation des données et de l'accès administratif ou judiciaire aux données de connexion, c'est quand même un machin dans lequel je farfouille depuis plus de 10 ans. Pour comprendre exactement ce que raconte le texte, il m'a fallu du temps. Alors que c'est un de mes domaines de spécialité. Est-ce que vous avez saisi l'ampleur, l'aspect massif, justement, moi, ou pas justement, j'ai regardé un seul morceau qui est celui qui m'intéresse le plus, qui est ces histoires de boîtes noires, où j'arrivais pas à comprendre comment c'était articulé. Parce que le texte dit toutes informations et documents, et le ministre ainsi que le rapporteur nous expliquent « Ah mais non, c'est que les métadonnées ». Comme si c'était moins grave. Alors expliquez-nous un peu quand même juste la différence. C'est vachement simple. Les métadonnées, c'est le truc qui est intéressant. Ça dit quand, à quelle heure et pendant combien de temps vous avez parlé à qui, selon quel protocole, avec potentiellement la géolocalisation de votre appareil. De l'interception, c'est le contenu de la conversation. Et en fait, en pratique, la conversation ne présente aucun intérêt. Si du jour au lendemain, vous vous mettez à envoyer 20 SMS par jour à quelqu'un, c'est intéressant, quel que soit le contenu du SMS. Si du jour au lendemain, vous cessez de communiquer avec quelqu'un, c'est intéressant, quel que soit le contenu de la communication. Donc ça, c'est un élément très fort en termes de surveillance. Les métadonnées disent que 2 téléphones mobiles étaient dans la même pièce à la même heure. C'est-à-dire là, on est tous arrivés avec nos téléphones dans notre poche. Il n'y a même pas besoin d'enregistrer le live de Mediapart pour savoir qu'on est tous là dans la même pièce. Je suis en mode avion, moi. Moi aussi, depuis que je suis sur le plateau, mais on est arrivé un quart d'heure avant, on n'était pas en mode avion. On est tous arrivés au même endroit, on est tous passés en mode avion, donc on a disparu du réseau à la même heure. Donc c'est bien qu'on est en train de faire un truc. Donc c'est bien qu'on est en train de faire du terrorisme dans notre coin, tous en même temps. Un truc louche. Oui, c'est forcément un truc louche, ça. C'est bien, c'est un signe fiable. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant que le contenu. Et donc j'ai cherché pendant longtemps où dans le texte c'était dit que c'était les métadonnées. Et bien que je connaisse assez bien ces sujets-là, j'ai mis longtemps à trouver. Et du coup, j'en suis ressorti avec une question de droit. Donc si vous avez des amis qui veulent s'entraîner pour un concours à la fac... On a une avocate, c'est le moment de lui poser la question. En fait, le seul endroit qui dit que ce sont les métadonnées, c'est le titre du chapitre du Code de la sécurité intérieure dans lequel se trouve l'article. C'est pas l'article. L'article de loi, il dit toutes informations et documents, mais il est dans le chapitre qui s'appelle accès administratif aux données de connexion. Et la vraie question de droit, c'est quelle est la portée normative du titre du chapitre. Et je pense que c'est une question peu claire. Et tout le droit de l'Internet en France est rédigé avec ce degré de mauvaise qualité-là. Avec une succession de lois antiterroristes ou de lois de programmation militaire, etc., qui ont toujours intégré depuis, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais depuis 10-15 ans, ou peut-être même plus, un stockage de toutes ces données de plus en plus, une durée de conservation de plus en plus longue, etc. Alors, le stockage des données, il est organisé en France depuis la LCEN de 2004. Loi de confiance en l'économie numérique, qui est une transposition des directives européennes. Et surtout, il a cette particularité d'être probablement contraire à la Constitution et assez certainement contraire aux dernières décisions de la Cour de justice de l'Union européenne en la matière. Pourquoi on vote ça alors ?
Question bête, hein, mais... Pourquoi les parlementaires votent des machins anticonstitutionnels? Ça, c'est aux parlementaires qu'il faut demander. Moi, j'y suis pas. On leur redonnera la parole. Mais l'exemple type des choses qui ne vont pas, c'est qu'une atteinte aux libertés doit être définie par la loi, ne peut pas être définie par les décrets. L'enregistrement des données de connexion est une atteinte aux libertés. Ça, c'est une décision assez formelle de la Cour de justice de l'Union européenne. Or, en France, la liste des données enregistrées n'est pas définie dans la loi. La loi dit toutes informations et documents ou ce genre de fadaises. Les listes précises sont dans la partie réglementaire, donc dans la partie décret. Et ça, c'est très probablement contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme. La parole à la jury sur la question que vous lui posez, une question naïve. Ils le font exprès d'écrire aussi mal la loi et que ça soit si mal gaulé, ou vous y décelez quasiment une opération de camouflage par une sorte de brouillage et d'imprécision absolue? J'essaye toujours dans ces domaines-là de partir du principe que les gens ne sont pas trop de mauvaise foi. Il y a trois facteurs. Il y a d'abord le fait que, ça c'est un bon point, en droit français on ne parle pas de technique, on essaye de rester dans des termes génériques. Typiquement le mot internet n'apparaît pas dans les lois. On dit toujours réseau de communication ouvert au public, réseau de communication électronique, etc. etc. Toute la régulation se fait sans parler du mot internet. Et ça c'est plutôt un bon point. Mais du coup ça rend les textes compliqués à lire. Il y a un deuxième point qui est que les parlementaires, 9 fois sur 10, quand ils travaillent sur ces textes-là, ils ne les comprennent pas. Je pense qu'il y a la moitié des parlementaires qui sont incapables de me dire quels acteurs de l'Internet sont concernés par quel article. Juste parce que services de communication électronique, ils ne savent même pas ce que ça recouvre. Ça demande d'être un spécialiste du code des postes et communications électroniques, de savoir dire ça. Donc la moitié des parlementaires qui votent ces textes-là ne les comprennent pas et donc ont tendance à faire des amendements un peu boiteux. Et puis il y a un troisième élément qui est que en gros, l'exécutif cherche systématiquement à avoir des choses très larges, à faire en sorte de pouvoir capter le plus de données possible sans avoir à demander l'autorisation ou au juge quand on est en live ou aux parlementaires quand on veut faire modifier les fonctionnements. Et on fait en sorte que tout puisse passer par décret, par ordonnance, etc., etc. Donc ça, ce sont les trois facteurs qui font que le texte est arbitrairement complexe, peu lisible et plutôt rugueux. Clémence Bectart. Alors, avant peut-être d'exprimer le point de vue de la FIDH sur cette question, j'aimerais revenir à ce que vous venez de soulever. Je pense que l'un des avantages du débat que Mediapart organise aujourd'hui et d'autres débats qui ont lieu autour de ce projet de loi, c'est d'arriver à vulgariser ce dont on essaye de nous faire passer en termes très techniques, très juridiques aussi. Je pense que l'un des avantages, c'est que plus personne n'ignore aujourd'hui ce que c'est qu'une métadonnée. Or, c'était peut-être pas le cas il y a 6 mois. Et que c'est important, je pense, d'incarner les menaces. On parle de menaces, mais de savoir en quoi ça consiste et de faire rentrer ce projet de loi dans notre vie quotidienne. De savoir ce que ça comporte. Parce que c'est intéressant de parler, encore une fois, en termes très techniques et juridiques, de se placer aussi sur le plan des principes, et il faut le faire. Mais c'est aussi important de savoir ce que ça comporte pour tout un chacun, de comprendre que le droit à la vie privée, ce n'est pas simplement un droit théorique, un grand principe déclaratif ou déclamatoire, mais que c'est une réalité concrète. Et ce que ça comporte, c'est qu'effectivement, vous, moi, nous, ceux qui nous écoutent ce soir, pourront être surveillés dans les emails qu'ils vont échanger, dans l'endroit où ils vont se trouver, avec qui ils vont s'y trouver, etc. Et donc, les atteintes à leur liberté fondamentale que cela peut comporter dans leur vie quotidienne. Et je pense que ça, le débat qui a lieu en ce moment contribue, encore une fois, à faire rentrer ce projet de loi dans nos préoccupations quotidiennes et à mieux comprendre en quoi ces menaces, elles sont incarnées pour nous tous citoyens français aujourd'hui. Alors, je voudrais revenir sur le positionnement de la FIDH par rapport à ce débat. La FIDH, c'est une fédération, comme son nom l'indique, qui fédère 178 organisations de défense des droits de l'homme à travers le monde. Donc, à travers aussi une expérience croisée, comparative à l'échelle internationale, qu'il est important de rappeler et de souligner. Les médias français, d'ailleurs, ont très tôt parlé d'un Patriot Act à la française à propos de ce projet de loi. C'est important de revenir à cette expérience-là, qui est un passé très récent,
ans. On voit à quel point encore aujourd'hui, Barack Obama, qui approche la fin de son 2e mandat, a du mal à se dépêtrer de ce lourd héritage de l'administration Bush. Et cela illustre parfaitement, mais on en a d'autres exemples ailleurs, à quel point cette tentation sécuritaire comporte des menaces de dérive qui sont très importantes et qui commencent par là, puisque le Patriot Act au départ c'était ça, c'était précisément de donner plus de pouvoir à la NSA, au FBI, de perquisition, mais aussi de collecte massive de données, et à quel point ça a entrouvert la porte, puis ouvert la porte à d'autres dérives très importantes qui ont été aux États-Unis, la relégalisation de la torture, la création de zones de non-droit. Et on voit à quel point il est difficile de détricoter cet héritage-là et de s'en débarrasser de ces lois sécuritaires et liberticides. À quel point il est difficile aujourd'hui pour Barack Obama de revenir sur un discours de proclamation de l'état de droit, mais aussi d'arriver à l'affirmer dans la pratique, de très concrètement fermer Guantanamo, de faire en sorte que les combattants étrangers, cette catégorie juridique qu'on a créée pour mettre à l'abri de l'état de droit américain, notamment les prisonniers dans la prison de Guantanamo, est difficile à défaire. Donc je pense que c'est important de le dire et de le rappeler. Ce sont des expériences qui sont proches de nous, mais on a aussi des défenseurs colombiens qui peuvent venir nous dire à quel point cette logique sécuritaire a pu servir à des gouvernements comme celui d'Uribe pour mettre à mal la liberté d'expression, pour mettre en danger des libertés autres que la vie privée, et à quel point, encore une fois, c'est une porte ouverte vers l'arbitraire. On le voit aujourd'hui avec nos amis tunisiens qui nous disent sur le terrain tous les jours à quel point il va être plus difficile après l'attentat du Bardo de consolider leur fragile démocratie et la naissance de l'état de droit tunisien et de se débarrasser de cet état policier hérité de Ben Ali, parce qu'on voit ressurgir aussi en Tunisie cette logique sécuritaire et cette menace terroriste qu'on agite avec beaucoup d'émotion et qui, encore une fois, mène à de l'arbitraire. Mais vous reconnaissez les mêmes liens, parce que, évidemment, le danger en établissant de tels parallèles, souvent, c'est de dire, et c'est pourtant ce que disent des gens, moi j'étais, par exemple, je peux vous citer un exemple, j'étais en Allemagne au moment où la loi sur le renseignement a été votée, il y avait des articles dans un journal conservateur, qui est la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui est un journal conservateur, pour le coup, la correspondante à Paris, qui écrit « La France veut imiter la NSA ». Donc la NSA, l'agence américaine. Donc c'est un journal qui n'est pas un journal spécialement gauchiste qui dit ça. Donc est-ce que tirer ce genre de parallèle, pour vous, c'est vraiment ça qui est en train de se passer? C'est-à-dire c'est exactement la même logique que ce qu'on a vu après le 11 septembre dans les grandes démocraties. Parce que si on le dit aux citoyens, ils vont toujours avoir le sentiment que c'est exagéré et qu'en fait, on va ne vouloir cibler que les gens qui ont quelque chose à se reprocher quelque part. Donc pour vous, c'est exactement la même logique, la même chose qu'on En tout cas, on y trouve énormément de points de similitude. On voit à quel point le discours public aujourd'hui agite la menace terroriste, à quel point on nous déroule des projets terroristes qui auraient été démantelés grâce à des lois toujours plus sécuritaires, et à quel point c'est un réflexe, encore une fois, facile, mais qui ne date pas d'hier. On y trouve des prémices ailleurs, on le sait très bien, et d'autres l'ont dit avant moi ce soir. Le projet de loi sur le renseignement s'inscrit dans une logique qui date même de la fin des années 80 en France, sur, encore une fois, cette logique unique qui est celle de la tentation sécuritaire, qui est une logique tellement plus simple à faire passer, tellement plus simple à expliquer, et qui est un outil beaucoup plus facile que de se pencher sur les causes profondes, que d'avoir un regard aussi sur nos sociétés, sur ce qu'elles sont devenues et sur comment sauvegarder nos libertés et notre démocratie. C'est beaucoup plus simple de nous vendre, si je puis dire, au nom d'une menace à notre sécurité nationale. Personne ne sait par contre ce que ça revêt complètement encore aujourd'hui, de nous vendre ce type d'approche ultra-sécuritaire. Oui, on retrouve énormément de points de similitude. C'est la même logique? Oui, moi je pense qu'il faut dire les mots. C'est un Patriot Act à la française. Ça peut déplaire, ça fera polémique. On s'offusquera parmi les promoteurs de la loi d'être ainsi accusés à une culture du bouchisme. Mais la vérité, c'est que c'est un Patriot Act à la française avec le resserrement des dispositifs de surveillance. Mais ça pose des questions lourdes parce qu'on nous accuse d'une certaine façon. Isabelle Attard est là, mais Barbara Romagnan est dans la salle, elle est députée aussi, Aurélie Filippetti était là, de sombrer dans la paranoïa. Et on accuse d'ailleurs les associations de magistrats, d'avocats d'être... Mais qui est paranoïaque? Ce sont ceux-là même qui sont en train de surveiller tout le monde.
Les paranoïaques sont ceux qui sont en train de considérer qu'il y a des terroristes potentiels dans chacun des citoyens qui ont potentiellement des relations indirectes à N+2, N+3, N+4, et qui, dans leur entourage, pourraient être finalement, même malgré eux, complices d'intentions malveillantes, criminelles. Donc, moi, je ne suis pas pour accepter cette accusation de paranoïa. La paranoïa est de l'autre côté. Et elle est dangereuse. Parce que, qu'est-ce qu'elle nourrit? Elle nourrit la peur. Dans un monde qui a besoin du contraire. On parlait de la Tunisie à l'instant. C'est un pays que je connais bien. C'est un pays de ma circonscription. Je peux vous assurer que dans la période qui s'ouvre, renforcer les dispositifs de sécurité, bien qu'il faille lutter contre le terrorisme, n'aboutira à rien si on se contente d'avoir pour seule vision l'approche sécuritaire. Car de quoi on parle? D'abord, officiellement, on parle de la lutte contre le terrorisme. Or, il ne s'agit pas que de ça. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon premier propos. Il y a d'autres dispositifs de surveillance qui sont très inquiétants, potentiellement, et qui sont inscrits dans la loi. Mais acceptons qu'il ne s'agisse que d'une loi contre le terrorisme, ce qu'a nié parfaitement le ministre de l'Intérieur, mais ce qu'a en fait parfaitement dit le Premier ministre lui-même dans son intervention à l'Assemblée. Il n'a parlé que de ça. Admettons qu'il ne s'agisse que de la lutte contre le terrorisme. Mais de quoi se nourrit le terrorisme? De quoi est produit le terrorisme? D'une chose simple, c'est la désagrégation des États fragiles, la faillite des États, le fait qu'on ait bombardé pendant 30 ans l'Irak, le fait qu'on ait fait de manière irresponsable cette intervention militaire en Libye. Regardez ce que ça donne. C'est la prolifération partout des tentations mafieuses, djihadistes, violentes, avec par ailleurs son drame terrible qui s'ensuit, c'est les déplacements de population. On l'a vu en Méditerranée. D'ailleurs, qui, contrairement à ce qu'on dit, ne concerne pas principalement les Européens, car sur 24 millions de migrants en Afrique de l'Ouest, 17 millions vont en Afrique de l'Ouest. Et où vont-ils? Là où on peut les accueillir, au Maghreb, à part la Libye. Car en Tunisie, au Maroc, en Tunisie, et en Algérie, il y a des infrastructures pour accueillir. Donc c'est avec eux qu'il faut être en capacité de dialoguer de ces capacités de développement. Autrement dit, si on a simplement une optique guerrière dans l'approche, y compris dans le discours et dans le vocabulaire, et qu'on ne s'attaque pas fondamentalement à ce qui permet à des États de se relever, ce que nous avons connu, nous, c'est le plan Marshall au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si nous n'avions pas eu le plan Marshall, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc ce sont des masses financières très importantes qu'il faut être en capacité de lever pour reconstruire des États dans leur puissance régalienne, dans leur capacité à exister territorialement et évidemment dans une dimension démocratique. C'est ça qu'il faut être en capacité de porter. Or, la responsabilité morale de la politique, des politiques, des républicains, de gauche en particulier, ça me concerne, mais des républicains en général, qui se sentent dépositaires d'une histoire émancipatrice, c'est justement de porter le combat politique là où il se situe, c'est-à-dire le progrès, l'émancipation, l'accès aux ressources pour tout le monde, le partage des richesses et tout simplement la réponse à cette question fondamentale que se posent des millions de gens, le droit à la vie douce. Qu'est-ce qui produit aujourd'hui les attentats dont on parle? Mais c'est cette rancœur, ce sentiment. Vous savez, ça date, il suffit de lire Amin Maalouf et les croisades vues par les Arabes pour comprendre fondamentalement quels sont les points de vue renversés, à front renversé, qui se sont agressés, qui se sont agresseurs. Donc lorsque nous sommes à ce stade de notre civilisation humaine, il faut être capable de parler à notre intelligence collective et ne pas céder à la peur. Donc on est des dispositifs policiers, de sécurité, de surveillance. Je veux dire, chacun peut comprendre que la police est nécessaire. Mais encore faut-il se prémunir d'un certain nombre de garde-fous. En plus de se fixer des objectifs de haute tenue, dignes de notre pensée philosophique. Vraiment dépositaire de la Révolution française, qui, je le rappelle, est fondée droite et gauche confondues, girondins ou montagnards, sur un point, la lutte contre tous les abus de pouvoir, ce qui manque dans cette loi. Il y a autre chose, c'est aussi le contrôle objectif, réel, concret, pragmatique de ceux à qui l'on donne beaucoup de pouvoir. Je vous donne un exemple simple. Est-ce qu'il est encore interdit par cette loi à des policiers ou à des agents de service d'aller fouiller directement dans les fichiers? Non. Or, c'est un problème. Et c'est un problème auquel on a été confronté récemment ces dernières années, et vous-même, vous l'avez chroniqué à plusieurs reprises. Et pour ma part, en tant que socialiste, quand j'ai été secrétaire national aux droits de l'homme,
Martine Aubry était première secrétaire à l'époque. Une des premières décisions que nous avions prises, c'était de publier un manifeste sur la France en liberté surveillée. Livre noir sur les libertés publiques. Exactement. Et nous avions recensé tous les fichages qui, avant Sarkozy même, qui s'étaient accélérés avec Sarkozy, qui se sont installés en France et qui étaient une honte pour la République française. Une honte parce que ce sont des fichages, mais aussi une honte, finalement, dans l'inefficacité des dispositifs, car aucune loi sécuritaire n'a permis d'empêcher l'attentat suivant. Donc la question que l'on doit se poser, elle n'est pas simplement de l'efficacité du dispositif de sécurité, elle est de l'objectif que l'on se fixe. Et là, il y a un discours essentiel à tenir auprès de l'opinion publique, et c'est tout le rôle et toute la vertu de Mediapart et d'autres médias qui poussent à ces débats-là, de vulgarisation, de pédagogie de l'opinion, c'est de comprendre qu'il est possible, dans le monde qui nous entoure, au-delà de toutes les technologies de surveillance qui existent, parce que nous avons des connaissances techniques, médicales, scientifiques, susceptibles de faire le bien commun, de diriger l'opinion vers autre chose que vers les peurs. Parce que sinon, sur le bassin méditerranéen, entre l'Europe et l'Afrique, si on ne promeut pas cette ambition fraternelle-là, alors, plutôt que de se tendre la main, on va se tourner le dos. Et le risque de violence n'en sera que renforcé. Comment vous faites, vous, Benjamin Bayard, pour expliquer les enjeux de ce qui se passe en ce moment, de ces lois, de ces espèces de choses juridiques comme ça, compliquées à comprendre, comme vous l'avez dit, pour faire comprendre, vous donnez quel type d'exemple, comment vous faites comprendre à des personnes qui ne connaissent absolument pas ce sujet, la portée, l'ampleur et l'importance des enjeux en question? Ça, c'est très compliqué. Il y a une des choses que j'essaye de faire régulièrement, qui est justement de ressortir de tout le fatras de complexité juridique. Sur la loi de programmation militaire, par exemple, on nous expliquait à grand renfort de trémolo dans la voix, c'était la guerre. À entendre les députés, on était en guerre, c'était un truc terrible. Et on nous expliquait pendant la discussion sur la loi de programmation militaire, ou non, sur la loi antiterroriste après, pire encore, qu'il fallait détecter les gamins qui voulaient partir faire le djihad. Ouais. Que le problème pressé... Il n'y a pas longtemps, hein, c'était la fin de l'année dernière. Oui, c'était il y a 5 mois. Ils voulaient détecter les gamins qui partent faire le djihad. Et moi, alors c'est peut-être mon côté naïf ou mon côté informaticien, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas détecter l'ordinateur qui prend feu. Je veux comprendre pourquoi il prend feu, pour qu'il arrête de prendre feu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement qu'on détecte les gamins qui, dans nos banlieues, veulent partir faire le djihad. Moi, ce que je veux, c'est comprendre pourquoi des gamins, dans nos banlieues, alors qu'on vit quand même dans un pays relativement paisible, le dernier bombardement en France n'est pas récent, par rapport à Beyrouth, c'est plutôt calme chez nous, quoi. Pourquoi chez nous, les gamins veulent partir faire la guerre? On vit dans quelle société étrange pour qu'une partie de notre population veuille partir faire la guerre quelque part, c'est curieux comme activité, moi j'ai plutôt envie de partir en vacances, ou veuille partir en guerre contre la société dans laquelle elle vit. Et ça me paraît être une question beaucoup plus intéressante que de savoir comment on va les détecter, qui me paraît être une question très accessoire et ne présentant qu'un intérêt très faible. Pour faire diminuer le nombre de problèmes, il vaut mieux comprendre pourquoi ils apparaissent que d'essayer de rattraper. C'est-à-dire que la prévention me paraît toujours beaucoup plus intéressante que la répression. Et on a exactement les mêmes problèmes dans cette affaire-là. C'est-à-dire que il y a un délire, mais c'est un délire classique. C'est typiquement masculin, cette volonté de contrôle et d'absolu et de pouvoir. C'est le délire sur la force qu'on retrouve dans tous les films américains. C'est le délire de Robocop. Il faut frapper infiniment fort et être infiniment puissant pour empêcher tout le mal d'arriver. La maîtrise, oui. C'est le mélange de force et de maîtrise et de violence. Ça marche jamais. Et il se trouve qu'Internet et le numérique permettent des formes de contrôle assez absolues. Et pour revenir à ce qui était le point de départ, on est exactement dans du Patriot Act. Pas un petit peu. Le seul aspect à la française de la chose, dans ce que j'ai vu, le seul aspect qui soit à la française, c'est qu'on n'aura pas les budgets. C'est la seule différence avec le Patriot Act. Le Patriot Act, tout ce qui est captation de données par la NSA, c'est essentiellement sur les métadonnées, donc on est bien exactement dans le même cadre. Les services vont piocher directement chez les grands acteurs de l'Internet et chez les opérateurs, c'est exactement les boîtes noires. Il y a un tribunal qui vérifie en cas d'abus, qui est un tribunal d'exception dont les décisions sont secrètes. La formation particulière du Conseil d'État qui jugera de ces affaires-là est une formation particulière, donc un tribunal d'exception dont les décisions seront secrètes. Donc on est exactement dans le même montage. La seule chose vraiment différente, c'est qu'il n'y aura pas le budget. C'est la commission de contrôle qui n'aura pas son budget en particulier.
Mais même les en services. particulier. Je veux dire, la NSA a des budgets en matière d'informatique. Ils déploient des infrastructures colossales en matière informatique avec des budgets qui sont en plusieurs dizaines de milliards de dollars de budget annuel. La France n'a pas ces moyens-là. Donc on est essentiellement, Isabelle Attard, dans la gestion de l'opinion parce qu'il y a eu des attentats et parce qu'il faut... parce qu'en même temps, cette loi, elle vient de loin. Ça fait longtemps que les services réclament cet arsenal, en fait, en gros, de pouvoir avoir un très large filet, quoi. Et ils l'ont écrite. Il faut faire attention à ce que les services réclament vraiment. C'est-à-dire que lorsque je regarde des rapports internes du syndicat Alliance, on y trouve quoi? On trouve des personnes, des agents qui veulent des moyens humains, financiers, matériels, techniques, des voitures, des jumelles, de quoi surveiller. C'est ça qu'ils demandent. Est-ce qu'ils demandent d'augmenter le potentiel, le pool de la population à surveiller, alors qu'ils ont déjà du mal à surveiller les 1000 à 3000 personnes ciblées? Bien sûr que non, ils ne veulent pas en avoir encore plus. Ils veulent des moyens pour bien faire leur travail. Lorsque nous étions ici, la dernière fois, c'était bien sûr pour parler de ce projet de loi antiterroriste. J'étais assise là, à la place de madame, et on avait quasiment le même débat. On parlait de cette lutte contre le terrorisme qui passait, et Pouria l'a très bien dit, d'abord, et je me souviens de mes propos, par une guerre, non pas contre le djihad, mais contre la misère. Une guerre contre cette situation, comme Benjamin Bayard disait, la prévention, une guerre contre ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la tête d'un ado en France, alors que nous sommes dans un pays paisible, à 14 ans, on développe l'idée de partir à l'étranger faire le djihad. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, vous parliez tout à l'heure, comment on fait pour expliquer un débat sur un sujet aussi technique et aussi compliqué. Personnellement, je me base sur ceux qui savent. Je ne suis pas spécialiste du renseignement, je ne suis pas spécialiste de la lutte antiterroriste et je ne suis pas spécialiste du numérique. Et je pense que Bernard Cazeneuve l'a suffisamment rappelé. Par contre, je sais faire appel aux gens qui savent. Et je pense que c'est le travail des élus. Notre travail n'est pas de tout savoir, ce n'est pas Pouria qui va me contredire. Il est de se renseigner avant de voter. Et je me suis basée sur le travail de ceux qui savent vulgariser la science. La Quadrature du Net en fait partie, d'autres collectifs également. Ce qui m'a permis, et j'ai essayé de le faire pendant quelques jours et quelques nuits à l'Assemblée, j'ai essayé de faire preuve de pédagogie envers mes collègues, d'expliquer ce que sont les métadonnées, à quel point c'est plus important que le contenu même d'un message. Vous vous souvenez peut-être, j'ai essayé d'être peut-être un petit peu provocatrice quand je parlais de sites échangistes, fétichistes. Bon, parce que des fois, pour faire réagir, il faut y aller peut-être un peu fort. Ça peut-être marché, mais j'en ai pas eu de preuves sur le moment. Faire preuve de pédagogie, première étape. Essayer d'expliquer que cette loi est un patriot act à la française, même si on nous rabâche que ce n'est pas ça. Essayer d'expliquer que ce n'est pas parce qu'on est pour la défense des libertés et pour la défense de notre vie privée qu'on ne peut pas aussi être pour une loi sur le renseignement, mais une loi efficace. Voilà moi ce que je réclame. C'est une loi efficace. Lorsque nous débattions dans l'hémicycle sur le projet de loi antiterroriste, je me souviens parfaitement avoir dit « Messieurs, je m'adresse surtout aux hommes puisqu'il s'agissait encore une fois de Bernard Cazeneuve en l'occurrence, mais je ne veux pas que la représentation nationale se ridiculise par mes connaissances techniques. » Sur Twitter, la seconde d'après, j'avais « trop tard ». Donc oui, j'avais sourire, mais parce que c'était ça. C'était tout simplement ça. J'avais le même sentiment et j'ai le même sentiment aujourd'hui. Faut repérer que ça, c'est un des éléments de la démocratie moderne. C'est-à-dire que la population peut regarder les députés discuter. Et dans la population qui regarde, il y a une solide quantité d'informaticiens. Et effectivement, la représentation nationale est ridicule de manière continue depuis déjà une bonne décennie sur tous ces sujets-là. C'est une constante. Et pas que la représentation nationale, les ministres ne s'en sortent pas mieux. Et en général, la volonté des politiques d'aller se pencher sur des questions techniques est mauvais signe. Les vraies questions et les questions intéressantes sont des questions non techniques. Pour moi, la seule vraie question autour de ces histoires de boîtes noires n'est pas une question de technique. Comment elles fonctionnent, les boîtes noires, on s'en fout. Qui fabrique l'algorithme, on s'en fout. C'est pas le problème.
il y a un équipement de l'État dont le métier est de surveiller la totalité de la population. C'est un problème. Quelle que soit la façon dont il marche, qu'il soit électromécanique ou électronique, qui fonctionne avec des cartes perforées ou des bandes magnétiques, tout le monde s'en fout. Le vrai problème, c'est que l'État veut surveiller la totalité de la population, et ça, c'est pas possible. Et ça, on sait depuis très longtemps que c'est pas possible. Les textes qui nous expliquent qu'une société dans laquelle les gens sont surveillés ne fonctionne pas de la même façon, que les gens s'interdisent de penser parce qu'ils se savent surveillés, et que du coup, on crée une société différente, et on crée une société qu'on ne peut plus appeler une démocratie. Ça, c'est un problème qui n'est pas du tout un problème technique. C'est pas une école d'ingénieur qu'il faut faire pour comprendre ça, c'est plutôt une école de philosophie ou de sciences politiques. C'est plutôt On presque un pourrait problème espérer anthropologique, oui, c'est-à-dire qu'on crée une société de surveillance qui influe sur nos comportements. Oui, et on pourrait espérer que nos politiques aient cette culture-là, et manifestement, s'ils l'ont, ils ont décidé qu'ils n'en avaient rien à foutre. Et ça, c'est grave, c'est beaucoup plus grave que le fait qu'ils comprennent rien à la technique. Que Cazeneuve sache pas ce que c'est qu'un algorithme, ça me fait autant rigoler que quand Albanel savait pas ce que c'était qu'un firewall. C'est pas grave dans le fond, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais ce monsieur est censé avoir une certaine culture politique, normalement il a fait de brillantes études, s'il a 2-3 restes, il doit savoir ça, il doit savoir qu'une société de surveillance n'est pas une société démocratique et n'est plus un état de droit. Et le problème fondamental, il est là. Il n'est pas dans le problème technique, il n'est pas dans le problème... Est-ce qu'on est capable de faire une société de surveillance ? Probablement. Mais on essayait déjà avec les moyens d'avant. Enfin, l'Europe de l'Est a connu ça avant qu'il y ait des ordinateurs partout. C'est pas nouveau. Mais cette tentation de la surveillance généralisée est pour moi un problème fondamental de non-technique. C'est un problème de politique, c'est un problème d'anthropologie, c'est un problème de structure de la société qu'on veut. Et ça, c'est pas un problème technique. Et le fait que tel député ou tel ministre soit ridicule sur le plan technique, en fait, il ferait mieux de s'abstenir sur ce sujet-là et de nous parler de politique. Et moi, ce qui me hérisse là-dedans, c'est quand nos hommes politiques refusent d'assumer. C'est-à-dire que quand Manuel Valls vient dire « c'est une loi de lutte contre le terrorisme », c'est faux. C'est faux, c'est aussi une loi sur l'intelligence économique, c'est aussi une loi de contrôle des mouvements sociaux, c'est aussi une loi, c'est une loi sur le renseignement. Ce que les services de renseignement demandent depuis des années, et qui est en préparation depuis une décennie, si j'ai bien compris, c'est une loi qui donne un cadre légal à ce qu'ils font, puisque ces gens-là passent leur temps à enfreindre la loi dans le cadre de leur boulot, et ils ont peur qu'un jour un juge s'en mêle. Donc ce qu'ils veulent, c'est une loi qui définisse un cadre. Et moi, ceux que j'ai entendus parler, qui étaient des spécialistes du renseignement, disaient « ce loi définit un cadre qui est pas mal ». Alors eux, ils aiment bien le sans-juge, ça leur plaît. Et il y avait 2 ou 3 morceaux greffés dessus qui étaient les boîtes noires et les saloperies d'IMSI Catcher et tout ce qui sert à la surveillance généralisée. Et eux, ils n'en voulaient pas de ce morceau-là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un cadre légal. Isabelle Attard. Oui, je voulais dire que c'est tellement pas technique comme sujet. Et effectivement, j'aurais aimé qu'on puisse débattre de ce que Jaurès avait dit il y a 121 ans sur les lois scélérates. C'est tellement pas technique qu'en fait, on s'attaque là à ce que Richelieu avait mis en place avec son cabinet noir. On est en plein dans la violation du secret des correspondances. Lorsqu'on s'attaque à écouter, surveiller, lire le contenu des messages, ou même pas le contenu, on l'a bien expliqué, les métadonnées, les données de connexion sont plus importante que le contenu lui-même. Lorsqu'on s'attaque à violer le secret des correspondances, c'est qu'on sent que notre démocratie est en danger, qu'il y a quelque chose à sauver et qu'il faut donc se mettre à tout surveiller. On va presque dire que c'est un signe de faiblesse, de grande faiblesse. Et ce cabinet noir, créé sous Richelieu, finalement a perduré jusqu'au milieu du XIXe siècle, à peu près, dans les années 1830-1840. Lorsqu'à ce moment-là, on voit apparaître des formes de démocratie qui se font confiance, en tout cas qui sont beaucoup plus fortes. Est-ce que, ici, nous, en France, en 2015, qu'est-ce qui fait que nous nous sentons obligés de revenir à ce cabinet noir et à cette violation du secret des correspondances qui existait sous Richelieu? C'est cette question-là qu'il faut se poser. De quoi avons-nous peur? Est-ce que le gouvernement, est-ce que l'exécutif aujourd'hui a peur de ces mouvements sociaux qui naissent un petit peu partout? Est-ce qu'il a peur de Notre-Dame-des-Landes? Est-ce que le gouvernement a peur de ce qui se passe à Sivens? Aujourd'hui, on sait que la NSA utilise finalement les moyens qui lui sont alloués, non pas pour lutter contre le terrorisme. Le patron de la NSA l'a avoué sous serment. Il a dit « Nous n'avons déjoué aucun attentat ». Mis à part le fait que
en France, on s'apprête à voter une loi identique, alors qu'aux États-Unis, ils font, on va dire, une forme de bilan. Après 15 ans, ça n'a servi à rien. Ça veut dire que nous, en France, nous sommes incapables, à tous les niveaux, en tout cas au niveau de l'exécutif, d'apprendre des leçons de l'étranger. C'est colossal, hein, déjà, comme élément. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de peut-être prévoir ce que les États-Unis font, c'est-à-dire en premier de surveiller les mouvements dits écologistes et des mouvements sociaux et des mouvements de contestation. Voilà à quoi servent les systèmes de surveillance aux États-Unis. Donc, je peux imaginer que c'est ce qui est derrière la tête également de notre exécutif, du gouvernement français. Je n'en sais rien. Mais les choses étant floues au point où elles le sont dans ce texte de loi, on traite de tout et de n'importe quoi. On traite du terrorisme, mais aussi des mouvements sociaux et des contestations et de l'économie. On peut s'attendre, en fait, à tout et n'importe quoi. Même sentiment ? Oui. D'abord, il y a dans cette loi, effectivement, autre chose que la lutte antiterroriste. J'ai donné cet exemple tout à l'heure relatif à la défense nationale, à la sûreté nationale. Encore une fois, qui interprète si demain une grève générale qui paralyse le pays est une atteinte à la sûreté de l'État? Pourtant, c'est un droit fondamental. Je prends cet exemple-là, je pourrais en prendre d'autres. Beaucoup d'arguments ont été évoqués, donc je ne veux pas les répéter. Il y a peut-être aussi un argument d'inefficacité, tout simple. Regardez la stupidité de la multiplication des caméras de surveillance, qui n'ont fait que renforcer les marchés, ou plus exactement les marchands, le pouvoir des marchands de caméras, sans que derrière on ait la capacité suffisante de pouvoir surveiller les images, mettre un agent derrière chaque caméra, etc., etc. Non, je pense que ce qu'il faut poser comme question, elle est plus profonde, plus politique, puisque vous nous y invitiez. Dans le monde qui vient, on ne peut pas avoir comme horizon, d'un côté, une dérive libérale, qui d'ailleurs ne marche nulle part, qui appauvrit les gens, et de l'autre côté, une dérive sécuritaire, qui se méfie des gens qu'on appauvrit par ailleurs. Voilà la situation dans laquelle on est. Car qui est suspect? Ce ne sont pas ceux qui, par ailleurs, sont des grands marchands d'armes ou des acheteurs de nos armes. Je rappelle qu'on vient de vendre des Rafales au Qatar. Je donne cet exemple-là, mais je pourrais en donner d'autres. Ceux qui sont suspects, ce ne sont pas celles et ceux qui sont aujourd'hui tributaires, parce qu'ils ont une parcelle de pouvoir, d'une partie des malheurs du monde. Non. Ceux qui sont suspects aujourd'hui, ce sont celles et ceux dont on a parlé à l'instant, et qui sont victimes sans doute, sombrant dans la folie, responsables sans doute demain de leurs actes, et donc criminels potentiels, mais qui sont d'abord pris, choisis, ciblés dans la masse de la population. Or, la masse de cette population, à quoi elle aspire légitimement? À un bien-être. Or, les investissements publics qu'on est capable de faire pour répondre à cet enjeu-là de civilisation, qui est un enjeu de modernité profond, c'est-à-dire la mise au service du bien commun de nos connaissances, de nos technologies, y compris de nos technologies numériques, aujourd'hui n'est pas un enjeu, n'est pas un défi qui est honoré par la plupart de nos responsables politiques. Donc on est face à cette impasse-là. Prenons un exemple très concret. Le président de la République a annoncé tout seul, une fois de plus, sans aucun débat, l'augmentation de 3,8 milliards du budget de la défense. Admettons que ce soit une bonne chose. Je ne discute même pas de la pertinence de ce choix-là. Mais qu'est-ce qui protège le plus la République? C'est pas la culture? C'est pas de renforcer les moyens de Radio France? C'est pas de renforcer tout ce qui fait aujourd'hui que la société a des blessures qu'il faut réparer par des investissements nouveaux qui méritent autant d'argent, autant d'ambition que cette obsession sécuritaire, qui, encore une fois, ne règle pas grand-chose, non seulement en France, puisqu'on parle maintenant des ennemis de l'intérieur, mais aussi à l'étranger. Car qu'est-ce qui est en train de se produire, au fond? C'est qu'on est en train de désigner nos voisins africains, noirs et maghrébins, mais aussi nos compatriotes, noirs et maghrébins, comme potentiellement acteurs ou, appâts de tentations terroristes demain. Je ne dis pas que c'est la philosophie du gouvernement, je ne veux pas prêter cette intention et je ne veux pas qu'il y ait de fausses polémiques. Mais le glissement, il est là, évident. Et la grande dérive qui est en train de vivre ce monde, pas simplement dans les démocraties, elle est justement aujourd'hui dans cette
dans cette obsession sécuritaire qui, par ailleurs, et malheureusement, a des grands moyens. Ce sont ces moyens technologiques. Et plutôt que de se référer à 1984 de George Orwell, j'invite tous ceux qui nous écoutent à relire Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, qui nous éclairera bien plus sur les dangers d'une telle dérive. Clémence Bectart, une conclusion? Alors, conclusion, je ne sais pas. Je voulais juste revenir sur un point qui a été évoqué mais brièvement et qui est de dire, et je pense qu'on ne l'a pas assez souligné, qu'en réalité, ce projet de loi ne vient que légaliser des pratiques qui existent déjà, qui existent depuis un certain nombre de temps, qui ont fait l'objet d'ailleurs de certaines révélations par des médias français qui ont enquêté là-dessus, sur le sujet, avec des réactions du gouvernement qui, au départ, ont nié l'existence de ces programmes de surveillance, qui ensuite se sont montrés très mal à l'aise et puis qui viennent aujourd'hui nous dire, les responsables politiques et le chef de l'État lui-même dans une récente interview télévisée, oui, ça existait, il s'agit maintenant d'y donner un cadre légal. Donc, cadre légal, encore une fois, on parle sujet là de programmes d'interception massif. Oui, exactement, ce sont déjà des outils dont disposait la DGSE, dont dispose maintenant la DGSI. Est-ce que je peux me permettre juste de dire une chose très rapidement, c'est que si c'est vrai que cette loi permet, ce qui est une avancée qu'on peut lui reconnaître, de légaliser certaines pratiques qui étaient illégales, c'est pas pour autant que certaines de ces pratiques mériteraient d'être légalisées. Et il y en puis a surtout, certaines qui mériteraient d'être prohibées. Bien sûr, et puis en plus, cadre légal, discutons-en, parce que là encore, on est nombreux à dire que le cadre légal proposé, il est largement insuffisant et que les contrôles proposés sont des contrôles qui ne seront pas en mesure de garantir les éventuelles atteintes aux libertés fondamentales. Donc ça, c'est une évidence. Donc je pense que c'est important de le rappeler que ces outils, encore une fois, existent déjà, qu'ils étaient utilisés visiblement en dehors de tout cadre légal. D'ailleurs, la FIDH, avec la Ligue française des droits de l'homme, en décembre dernier, a déposé une plainte, a saisi le parquet de Paris, sur la base de ces révélations journalistiques essentiellement, pour poser la question de la responsabilité pénale des services de renseignement engendrée par ces pratiques qui, donc, on nous le dit aujourd'hui officiellement, étaient jusqu'à présent utilisées en dehors de tout cadre légal. C'était aussi une manière de poser la question, cette question-là, et de placer aussi les autorités judiciaires devant leurs responsabilités et de dire vous nous dites que ça existait, et bien pour nous ça pose un vrai problème en termes d'infraction pénale. Et puis la dernière chose que je voulais dire, et on le voit aussi beaucoup, et ça peut être une des dérives très concrètes, et là je parle plutôt en ma qualité d'avocate, c'est la judiciarisation du renseignement. On nous dit de toute façon, si ce renseignement-là est utilisé demain pour poursuivre un tel ou un tel, ça sera là soumis au contrôle du juge, à un contrôle adéquat. Mais c'est faux et on le sait très bien, on le voit tous les jours dans des dossiers notamment antiterroristes, et c'est la raison pour laquelle même des magistrats antiterroristes français ont dit, autant ils étaient les premiers à promouvoir des réformes toujours plus répressives de la justice antiterroriste, mais là-dessus, sur ce projet de loi sur le renseignement, ils se sont élevés assez fortement contre en dénonçant les dérives potentielles, parce que ces renseignements recueillis dans un cadre administratif par les services de renseignement peuvent aussi servir demain à poursuivre des individus sans offrir des mesures pour pouvoir en contester la légalité et la manière dont ils ont été recueillis. Donc encore une fois, les dérives, elles sont multiples, les dérives potentielles, et ce n'est pas de la science-fiction que de parler de ce à quoi demain pourra amener la mise en vigueur de ce projet de loi sur le renseignement. Un dernier mot, Benjamin Bayard. Pour moi, il y a un point qui était très intéressant soulevé par ce que disait Isabelle Attard, qui est de quoi a peur notre démocratie pour prendre des positions aussi violentes contre sa population. Et moi, j'ai identifié deux éléments. L'un qui est que, pas la démocratie, mais les politiques, qui ne sont que des représentants, ont peur d'Internet. Ils ont peur d'Internet qui amène une société à plat, une société sans intermédiaire, où les représentants n'ont plus leur place. Et donc ils sentent bien que leur place est en train de se déliter, qu'elle est en train de changer. Le métier de député n'est pas le même qu'il y a 20 ans. Voilà, ça c'est quelque chose qui fait très peur à plusieurs branches de la société, et les politiques se sentent très 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 visés par ce qui se passe sur le réseau, par les exigences de démocratie et de transparence du réseau, par tout un tas de choses qui bougent et qui leur fait peur. Et donc la volonté de contrôle qu'on voit apparaître sous forme de surveillance, Internet est une circonstance aggravante. Quand on fait l'apologie du terrorisme, c'est plus grave de le faire sur son blog que de le faire sur TF1. What the fuck? Comment c'est possible, une débilerie pareille? C'est plus grave sur son blog que sur TF1. Hallucinant.
Ça dénote une crainte qui, pour le coup, là, est proche de la paranoïa devant l'outil même. Oui, enfin, je veux dire, Internet rend stérile, fait tomber les cheveux et tue les vieilles dames, comme chacun sait. Enfin, voilà, donc ça c'est un premier élément pour moi qui est la peur du changement de société. Les puissants ont toujours peur de ce qui fait changer la société parce qu'ils voudraient rester puissants. Et il y a un deuxième volet qui est purement économique, qui est qu'en gros, les riches et les puissants ont peur des pauvres et des faibles parce que les pauvres et les faibles, quand ils ont faim, ils se révoltent. Et c'est vraiment pour moi les deux éléments clés. Merci beaucoup à tous les quatre. Il est 20h30. On va accueillir 4 nouveaux invités avec Mathieu. On voulait juste vous faire écouter quelqu'un qui a pris une position qui peut peut-être surprendre de sa part. Il s'appelle Pierre Rosanvallon. Il est historien, professeur au Collège de France et c'était il y a un mois exactement ici. Sur ce même plateau, il était interpellé par Edoui Plenel et moi-même et il disait, Pierre Rosanvallon, justement son étonnement et son inquiétude face à cette loi qui va être votée demain par l'Assemblée nationale. Et donc, il nous l'exprimait justement avec ces mots d'historien. Pierre Rosanvallon sur Mediapart, il y a un mois. Bonsoir. On voulait commencer par, comme on dit, cette question d'actualité, puisqu'on va parler de cette gauche gouvernante qui peut décevoir, qui peut ne pas être au rendez-vous de sa promesse ou de son histoire ou de ses engagements vis-à-vis des électeurs. Mais en général, cette gauche... sauf dans un grand moment de crise, pourrait-on dire, comme la guerre d'Algérie, et au minimum au rendez-vous de la question des libertés, de la question de ces réformes de principe sur les libertés et les droits, même si elle peut décevoir sur le terrain économique et social. Or, que se passe-t-il actuellement et qui nous stupéfie quelque part, avec y compris une surenchère au sein même des parlementaires socialistes, c'est cette loi sur le renseignement qui vient après une énième loi sur le terrorisme qui déjà avait criminalisé certaines opinions. Et cette loi sur le renseignement, je le résume pour que chacun le comprenne, c'est très bien expliqué sur Mediapart, il y a un dossier qui explique ça. Ce n'est pas une question technique qui ne concernerait que les geeks et les connaisseurs d'Internet ou du numérique. C'est une loi qui, d'abord, étend les possibilités de surveillance pour les services de renseignement, hors contrôle judiciaire, mais surtout étend le champ de leur mission. Normalement, les services de renseignement, c'est face à des menées ennemies, dangereuses, qui menacent l'intégrité. Or là, il y a deux extensions. L'une, c'est la promotion de la politique étrangère de la France, de ses intérêts nationaux. Mediapart a été le seul journal et dans l'espace public à prendre position contre l'intervention en Libye. Même Jean-Luc Mélenchon l'avait approuvé à l'époque. Nous étions à contre-courant de cette politique étrangère. Nous pourrions être une cible. Et puis l'autre aspect, c'est l'extension à la surveillance en général des violences. Et vous qui connaissez l'histoire du mouvement social, même les droits de grève, etc., sont nés souvent de cette bataille qui parfois, on en parlera probablement avec Édouard Martin, les ouvriers parfois, ils n'ont pas d'autre façon de faire que de faire un rapport de force. Et donc cette extension des violences est une extension de toute dissidence, et qui peut concerner, y compris ce qui s'exprime dans le club de Mediapart. Et donc nous sommes sidérés par ce qui est pour nous un attentat aux libertés. Et comme nous y reviendrons, nous savons que c'est un fil conducteur de vos travaux, on aurait aimé d'abord commencer par votre réaction là-dessus. Ma réaction, elle est comme celle de beaucoup d'observateurs, d'être tout de même étonné et inquiété. Étonné par des formes d'impréparation qu'il y a eu dans cette question. Cette loi, hélas, comme beaucoup de lois aujourd'hui, a été très mal préparée, elle est très mal écrite, on voit qu'il y a des essais de réécriture, mais de façon un petit peu bâclée, et au fond, il n'y a aucune colonne vertébrale véritable derrière. Le seul principe qui semble l'avoir guidée, c'est le principe « allons-y en avant », en général. Il y a besoin de sécuritaire, faisons du sécuritaire. Et effectivement, cette loi mêle des choses qui ne devraient pas être mêlées. On ne peut pas confondre la question du terrorisme avec la question, je dirais, de l'action sociale. On ne peut pas confondre la question du terrorisme avec l'ensemble des problèmes qui sont internes, en quelque sorte, au débat, aux différends
à l'intérieur de la société. Donc il y a une dimension de confusion très grande dans cette loi. Mais derrière cette confusion, c'est la preuve de deux choses. C'est d'abord la preuve d'un manque de colonne vertébrale. C'est-à-dire que des mesures d'exception, il y a besoin d'exceptions dans des situations exceptionnelles. Mais depuis que les Romains avaient inventé la dictature, et je rappelle qu'au temps de la Rome républicaine, la dictature, c'était une institution profondément démocratique qui essayait de constitutionnaliser l'exceptionnel. Et provisoire. Et provisoire. Mais que voulait dire la dictature? Il y avait des principes fondamentaux. Premièrement, ceux qui déclaraient l'état d'urgence n'étaient pas ceux qui avaient à le gérer. Deuxièmement, ceux qui géraient cet état d'urgence, qui avait le nom de dictateur, n'avaient pas le droit de prendre des règles générales. Ils n'avaient pas le droit de faire des lois. Ils ne faisaient que de la gestion de l'événement et des questions ponctuelles. Et deuxièmement, ils étaient à temps extrêmement limité. Et troisièmement, très important, il y avait des personnes chargées de les surveiller et de contrôler. Je pense qu'aujourd'hui, on voit que dans la démocratie, il y a une sorte de déséquilibre entre la capacité d'intervention des pouvoirs en général et la faiblesse des contre-pouvoirs. Si on parle simplement des problèmes de la transparence, puisque au fond, que veut ce projet? C'est rendre la société transparente au pouvoir, par l'écoute généralisée, ce qu'on appelle le data mining. Si on connaît absolument tout sur tout le monde, on finira bien par savoir quelques petites choses sur quelques-uns. C'est un petit peu ça l'idée. L'idée qui techniquement, d'ailleurs, est très discutée. Et qui était très discutée parce que c'était une politique des Américains qui est loin d'avoir porté les fruits qu'on attendait. Mais aujourd'hui, on voit bien que la transparence fonctionne à sens unique. La transparence commerciale, oui. Chacun de nos gestes, de nos clics sur Internet est surveillé par Google et quelques autres pour nous vendre de la publicité spécialisée. L'État se donne maintenant, ou voudrait se donner, les moyens de tout savoir sur chacun, mais les citoyens, eux, ne savent pas assez de choses sur l'État et son fonctionnement. Et je pense qu'un des grands objectifs de l'action démocratique aujourd'hui, c'est de renverser en quelque sorte la vapeur du point de vue de la transparence, de la lisibilité et de la visibilité du monde. Et c'est les citoyens qui doivent avoir en face d'eux des politiques plus lisibles, plus compréhensibles, un État lui-même plus transparent. Donc il faut rétablir en quelque sorte ce déséquilibre de la transparence. Aujourd'hui, c'est les puissances commerciales et, si je puis dire, un certain nombre de projets sécuritaires qui ont le vent en poupe du point de vue, c'est eux qui sont les maîtres de la transparence. C'est les citoyens qui devraient être les maîtres de la transparence. Il y a ce point-là. Et puis le deuxième point, c'est que ça nous montre à quel point aussi il faut repenser les institutions de la démocratie. La démocratie ne peut pas simplement être le fait que l'on donne un permis de gouverner à un certain nombre de personnes. La démocratie, c'est aussi voir comment la décision quotidienne, voir comment l'action gouvernante est démocratique. Nous avons ce que j'appellerais une démocratie d'autorisation, et le vote, c'est le moment de la démocratie d'autorisation, donner un permis de gouverner à un certain nombre de personnes, mais nous n'avons pas encore assez construit les institutions de ce que j'appellerais une démocratie d'exercice. Et le dernier point, c'est que, je le mentionnais rapidement, en parlant d'un mouvement qui se définit comme « allons en avant », c'est le fait de ne plus avoir d'objectif qui fait que, d'un certain point de vue, la vieille définition de Bernstein, le mouvement est tout, le but n'est rien, triomphe, mais elle triomphe de façon paradoxalement inquiétante, si je puis dire. Alors que du temps de Bernstein, elle définissait, au contraire, une volonté réformatrice, simple et positive. Figure de la social-démocratie allemande. De la social-démocratie allemande, exactement. Parce que, juste pour terminer sur ce sujet, l'un de vos livres que j'ai là, La démocratie inachevée, est un livre sur justement cette idée que la démocratie, c'est pas simplement élire des représentants, et c'est un thème qui traverse toute votre œuvre, c'est une démocratie délibérative, c'est une relation avec la société, c'est pas simplement des professionnels qui gouvernent à sa place. Ce qui est stupéfiant aussi dans la mise en scène, qui ne peut que désespérer les citoyens de ce qui se passe avec cette loi, c'est, comme vous le savez, l'ensemble des connaisseurs des questions de liberté, l'ensemble des associations, l'ensemble des ONG, jusqu'à la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui rend son rapport demain, l'ensemble dit que cette loi est dangereuse. L'ensemble des acteurs de la société concernée, jusqu'aux opérateurs même du numérique, disent que cette loi est dangereuse.
Et nous avons en face de nous un Premier ministre qui dit « Comment est-ce possible que vous nous accusiez ?» qui renvoie à tout le monde, ce que dit la société n'existe pas, ou même pire, c'est pour lui une insulte, il ne peut pas écouter la société. Mais si on veut bien considérer que la démocratie a une fonction d'organisation du débat public, la démocratie délibérative, il faut bien constater aujourd'hui que le Parlement n'est pas un organe délibératif. Pourquoi ? Parce que le Parlement a cessé d'être un organe représentant la société auprès des pouvoirs. Dans les faits, le Parlement est devenu un auxiliaire du pouvoir exécutif. Le pouvoir, aux origines de la démocratie, c'était le pouvoir législatif. Maintenant, le pouvoir central, c'est le pouvoir exécutif. Et le Parlement fonctionne comme un auxiliaire. Et donc, il est là pour soutenir ou critiquer, mais il n'est pas là véritablement pour délibérer, ou de façon relativement marginale. Et la solution n'est pas de rêver d'un Parlement idéal. La solution, je pense, est de considérer que c'est d'autres lieux qui doivent être ceux de la délibération publique. Car les parlements, maintenant, sont organisés pour, en quelque sorte, continuer le droit de gouverner, continuer à valider le droit de gouverner qui est donné à un gouvernement. Même quand il y a des députés frondeurs ? Il a des députés frondeurs, mais ces députés frondeurs, ils sont frondeurs sur les bords. C'est-à-dire que quand c'est véritablement décisif, ils ne franchissent pas vraiment le pas. Ou alors franchir le pas, ça veut dire qu'ils passent dans l'opposition, de fait. Donc on voit bien que l'idée d'un Parlement délibératif, même avec la présence d'un certain nombre de frondeurs, ne fonctionne pas. Et à mon sens, il ne peut pas fonctionner, puisque maintenant, ça n'est plus son rôle. Ça veut bien dire que la délibération doit avoir lieu ailleurs. Et effectivement, elle a lieu un peu tard, parce qu'on la voit maintenant arriver, dans les journaux, des associations, des magistrats, des spécialistes du net prennent la parole, mais cette discussion est en train de se mener de façon bâclée au Parlement en quelques jours actuellement, et ça, effectivement, c'est dommageable et, disons-le franchement, déplorable. Bien, de toute façon, avant de reprendre le fil de notre conversation, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent le 4 mai,